demander au professeur Sauvaget, à Cathy Longchaud, de monter sur la salle. Il y a un troisième intervenant pour cette partie suivante qui n'est pas là malheureusement, enfin qui va être là en visio. Il va vous expliquer tout ça très bien pourquoi. Donc on attend juste qu'il se connecte. Il est là. Super. Donc, bonjour à tous, c'était un essai micro, mais ça a l'air de marcher. Ah oui, il fallait que j'essaye la technique. D'accord, ok. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Impec. Très bien, bah, écoutez, on va commencer. Si notre interlocuteur est présent avec nous à l'autre bout de la Manche, enfin pas de la Manche, plutôt de l'Atlantique. Oui, c'est le stress, oui, exactement. Donc c'est bon, on peut y aller? Oui, bonjour Vincent. Bonjour. Voilà, donc le son c'est bon, il est bien outre-Atlantique. Donc on a le plaisir de t'accueillir pour cette session qui est dédiée à la recherche. Alors j'ai quelques minutes pour faire l'introduction. Cathy, tu peux t'asseoir si tu veux. Non, ça va aller, d'accord. Très bien. Bon, donc debout, l'activité physique, c'est important, vous allez voir. Donc un petit mot déjà pour remercier les organisateurs du congrès, toute l'infrastructure. Donc ce matin, toutes les personnes concernées ont été remerciées. Je les remercie à nouveau. Je remercie les organisateurs pour leur invitation à parler de recherche et pour vous dire à quel point c'est important de faire de la recherche parce que ça nous permet de mettre en pratique notre curiosité et notre plaisir. Parce que si on n'est pas curieux et qu'on n'a pas envie de se faire plaisir, on ne peut pas être intéressé par la recherche. Mais si on a du plaisir à faire son métier, c'est obligatoire qu'à un moment donné, on ait envie de faire de la recherche, quelle qu'en soit la forme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on va vous parler de parcours de chercheurs qui, après leurs études d'infirmiers en pratique avancée, ont voulu se lancer dans un parcours de thèse. Mais on n'est pas obligé de faire une thèse pour faire de la recherche. On peut s'impliquer dans la recherche à n'importe quel niveau. Donc ça, je pense que c'est un message vraiment très important, c'est-à-dire juste déjà prévenir ces patients, les usagers, qu'il existe des protocoles de recherche pas très loin dans l'hôpital ou au sein des CPTS, par exemple, ou des maisons de santé. C'est déjà leur montrer qu'il y a des études qui s'intéressent aux patients souffrant de troubles psychiatriques et santé mentale, tout comme peuvent en bénéficier, parce que c'est pas obligatoire pour les patients de participer à des études, ça doit rester quelque chose en plus des soins, mais ils auront la même chance d'y participer que des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de cancer ou des troubles cardiovasculaires. Donc ça, déjà, juste de faire de l'information aux patients, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, il faut aussi pouvoir se lancer si on a envie. Donc si parmi vous, il y en a qui ont des idées de recherche, si voilà, je me pose telle question, comment je pourrais améliorer telle pratique, ou bien comment ça marche cette thérapeutique, voilà, comment, du moment qu'on a une question, si on a envie de la creuser, n'hésitez pas à vous informer auprès de vos enseignants ou de différents collègues qui vont se lancer pour savoir si à un moment, vous aussi, vous voulez vous lancer. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans un parcours recherche, donc il ne faut pas écouter ceux qui vous découragent. Voilà, il ne faut pas écouter ceux qui disent « t'es trop vieux, t'es trop vieille » ou c'est pas fait pour toi, tu as commencé par un métier d'infirmier. Aujourd'hui, vous le savez, on va vers une universitarisation de tout un tas de métiers. C'est le cas, par exemple, pour le métier de sage-femme. Voilà, à partir de l'année prochaine, les sages-femmes auront une thèse d'exercice à passer et entreront dans le cursus vraiment licence, master, doctorat. Et ça va venir à un moment ou à un autre pour tous les autres métiers de la santé, en particulier pour les infirmiers et donc pour les IPA. Alors ensuite, c'est important de pratiquer de la recherche, ou en tout cas de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'éthique, on l'a vu ce matin, à toujours se former. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de vous former. Et se former, c'est vraiment rester à la page, c'est rester au plus près des bonnes connaissances pour pouvoir après les proposer aux patients. S'inscrire dans la recherche aussi, en tout cas dans une dynamique de recherche, c'est toujours entretenir des collaborations avec certes ses pairs, mais aussi avec les autres professionnels de santé avec qui des fois on n'a pas
l'habitude de travailler. Par exemple, la première fois qu'on m'a parlé d'un data manager, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce truc-là. Donc, c'est quelqu'un qui est formé à traiter de la data. Et bon, on a parlé ce matin un petit peu de la clinique des données. Donc, c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes qui savent faire des choses, qui connaissent des fois rien du tout au monde de la santé. Donc, c'est l'assurance d'avoir des chouettes rencontres, des échanges intellectuels très riches, comme vous le verrez. Et puis, vous le verrez aussi, vous en avez déjà l'expérience, il y a toutes sortes de recherches. On peut faire des recherches sur des modèles animaux pour développer, par exemple, des nouvelles thérapeutiques. Voilà, vous avez sûrement entendu parler de l'immunothérapie. Peut-être que demain, on traitera certains troubles psychiatriques avec de l'immunothérapie. On a parlé ce matin des patients qui étaient résistants à des approches thérapeutiques, on va dire, bien connues. Par exemple, clozapine, lithium, juste pour reciter ce que nous a présenté le professeur Verdoux ce matin. Mais des fois, les patients ne sont pas résistants, ils ont juste une physiopathologie de leur maladie qui n'est pas encore bien connue. Donc demain, vous serez peut-être les premiers relais d'études interventionnelles, comme ça s'appelle. Mais on peut faire aussi des études de type recherche-action, recherche observationnelle, voilà, voir si la mise en place d'un nouveau parcours de soins, par exemple, marche bien. Ça, c'est des choses qui nous parlent bien quand on a les mains dans le cambouis et qu'on s'intéresse aux soins et à leur application. Donc en fait, à partir du moment où on a une question, on est déjà dans une dynamique de la recherche. Et puis enfin, parce que c'est important, j'ai vu que l'Académie de médecine avait été citée tout à l'heure, ils ont formé un collège pour inclure dans leur institution qui est vieille depuis plus de 200 ans maintenant, des médecins un petit peu plus jeunes, et j'ai eu l'occasion d'être sollicitée pour en faire partie. Nous sommes 2 psychiatres, avec également le docteur Boris Chaumette qui s'intéresse à la psychiatrie et à la génétique. Et parmi les préoccupations de l'Académie de médecine, il y a eu 2 mots-clés qui sont sortis hier, parce que c'était hier soir la première rencontre de ce collège de l'Académie nationale de médecine. Eh bien, c'est les infirmiers en pratique avancée, en tant que, certes, métier encore récent, mais qui doit avoir toute sa place dans l'organisation des soins, dans l'offre de soins. Et deuxièmement, c'est la recherche. Donc c'est pour vous dire que l'Académie nationale de médecine regarde avec une grande attention ce qui se fait dans le métier d'infirmier en pratique avancée. Et encore, parce que tout à l'heure, il y aura un prix du poster, et on est une nation, on n'est pas très très bon, alors peut-être que notre collègue au Canada nous donnera une autre version. Eh bien, on a souvent du mal à accepter d'avoir des prix et de se mettre en avant. Eh bien, sachez que l'Académie de médecine propose des prix de l'Académie pour un montant de 400 000 € au total tous les ans. J'ai l'impression de faire une représentante de commerce, mais c'est vraiment pour vous encourager à déposer vos projets de recherche, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'à des médecins. Et en tant que professionnel de santé, on peut tout à fait candidater dans différents domaines. Il y a des prix qui sont très très variés. Donc essayez de déposer vos dossiers, parce que si un jour il y a un infirmier en pratique avancée qui a un prix de l'Académie nationale de médecine, je peux vous dire que pour la visibilité du métier, et en particulier au niveau des ministères, eh bien ça peut avoir tout à fait son poids. Donc présentez-vous. Et enfin, un petit mot d'excuse donc de Madame Nathalie Alglave, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est responsable de la formation des infirmiers en pratique avancée, qui s'excuse, elle a eu un empêchement, et donc officiellement, je l'excuse. Donc on va tout de suite passer maintenant aux choses sérieuses. Enfin, c'était un peu sérieux quand même ce que je vous ai dit, mais avec nos 2 intervenants, donc Vincent et Cathy, que je vais laisser se présenter, puisque cette session est là pour vous présenter des parcours, pour vous donner envie, tout simplement, de vous rapprocher des collègues qui sont engagés dans la recherche. Alors, donc, Cathy et Vincent, donc peut-être on peut commencer par Cathy, honneur aux femmes, on va commencer comme ça. Eh bien, comment et pourquoi tu t'es engagée dans cette aventure doctorale ? Bien, bonjour à tous et merci au comité pour son invitation et merci à toi, Anne, d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors moi, ça va être très simple concernant la réponse. C'est la source de ce projet, en fait, eh bien, c'est la clinique. Je suis en face de personnes lors de mes consultations pour lesquelles je me rends compte que je n'ai pas assez de connaissances pour les accompagner au mieux. Il s'agit des personnes dépressives, notamment, qui sortent d'hospitalisation et qui ne sont plus en mouvement. Donc, l'objectif de cette thèse, c'est vraiment de produire des connaissances afin d'améliorer la qualité du soin en faveur des personnes soignées. Et toi, Vincent, je te laisse te présenter et répondre à la question « Pourquoi ?» Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Billet, infirmier en pratique avancée en santé mentale et psychiatrie, puis candidat au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal.
Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Merci de m'avoir invité, mais ça fait partie aussi des aléas. En tant qu'étudiant international, je fais face à des difficultés avec l'immigration en ce moment, donc je ne pouvais pas quitter le territoire. Moi, par rapport à ce qui s'est passé pour que je vienne à la recherche, c'est venu d'abord de tensions cliniques, on va dire vraiment aux urgences psychiatriques, où je me suis beaucoup questionné sur les enjeux de respect des droits humains lors de nos soins. Puis après, j'ai eu une expérience vraiment bénéfique dans un service universitaire, un des services du professeur Verdou qui était là ce matin, qui était un service de soins sans consentement à vocation de moindre recours, où on a mis en place un questionnaire de prévention de la gestion des émotions et qui a eu vraiment un impact assez magique sur le climat, sur l'ambiance de l'unité et sur la baisse aussi du recours à la contention. Et donc ça m'a vraiment donné envie de poursuivre. Puis moi, je me suis rendu compte que sur l'institution, je commençais à être un peu connu par rapport à la recherche, mais malgré tout, on gardait une invisibilité infirmière. Donc j'avais vraiment l'envie de pouvoir mener des recherches un peu plus de façon autonome et d'empowerment un peu aussi par rapport à notre discipline. Et puis tout ça dans un but d'améliorer la qualité des soins, mais surtout moi je suis quelqu'un qui aime comprendre, donc c'était aussi de comprendre les phénomènes que je pouvais croiser et puis comment on pouvait lutter contre ça, parce que moi je m'intéresse surtout à tout ce qui peut être la coercition. Et puis d'un côté un peu plus personnel, moi l'idée du doctorat ça a été un peu aussi une revanche sur la vie, parce que moi j'ai eu un parcours scolaire chaotique. Personne n'aurait dit que j'allais faire un doctorat, et puis c'était vraiment une belle occasion pour moi, une belle opportunité de revanche. Très bien, merci beaucoup. Oui, ne vous laissez jamais abattre par l'adversité. Alors Cathy, est-ce que tu peux expliquer brièvement ton projet ? Alors, mon projet, en fait, vise à examiner 2 programmes d'activité physique adaptée sur leur impact sur la régulation des émotions des personnes dépressives qui sortent d'hospitalisation. En fait, c'est un devis mixte et voilà. À toi, Vincent. Alors moi, je m'intéresse à la coercition informelle en soins infirmiers psychiatriques. Donc en gros, on va dire la coercition, il y a la coercition formelle qui est connue, donc c'est la contention, l'isolement, les hospitalisations sous contrainte. Donc ça, c'est ce qui est la coercition, on va dire légiférée. Et donc la coercition informelle, on va dire, c'est tout ce qui est un peu plus implicite, un peu plus invisible dans les soins, et qui a un continuum assez large, où on peut commencer par juste la persuasion, ou le levier interpersonnel, par exemple dire à une personne « mais comme je vous aime bien, j'aimerais bien que vous fassiez ça ». Puis ça peut aller rapidement après à tout ce qui peut être des omissions, par exemple donner un traitement à une personne sans la prévenir des effets indésirables, ou par exemple la menace, si vous ne faites pas ça, vous aurez ça comme conséquence, par exemple si vous n'acceptez pas les soins, mais on vous mettra en soins sous contrainte, des choses comme ça. Et puis, le bout du continuum, on va dire, c'est un peu la représentation de la force, c'est-à-dire d'être plusieurs soignants ou soignantes autour d'une personne pour qu'elle accepte un traitement. Moi, je vois tout ça sous un spectre conceptuel, théorique des études de la folie, donc les Mad Studies, qui sont une indiscipline, comme le disent les personnes qui l'ont créé quelque part. C'est issu des mouvements des personnes concernées par des troubles de santé mentale, donc qui a un côté un peu psychiatrique critique, pour amener un petit peu à tout ce qu'ils peuvent subir lors des soins en psychiatrie. Moi, c'est plutôt le côté très qualitatif. J'y tiens. Je pense qu'en tant qu'infirmier et infirmière, on s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans la relation, et que la recherche qualitative peut être très forte pour nous apporter des réponses par rapport à ce qui se joue dans la relation humaine. Et donc moi, je vais faire une ethnographie critique. Donc l'ethnographie, généralement, c'est observer, puis après déposer, transmettre ce qu'on a observé. Mais l'ethnographie critique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi apporter des pistes de solutions, des pistes de réflexion en tout cas. Et notamment, moi, un des objectifs de mon projet, c'est les stratégies de résistance par rapport à la coercition informelle, que je vais voir
dans les services. Tout ça dans une posture d'allié, on va dire, hein, c'est-à-dire de comment je vais essayer comment je travaille les relations de pouvoir, comment j'essaie de casser ces relations de pouvoir, autant en tant qu'infirmier psychiatrique, mais aussi en tant que chercheur, et d'avoir connaissance et conscience de mes privilèges en tant qu'homme blanc, éduqué et non considéré comme avec un trouble de santé mentale. Très bien, merci. Alors maintenant, comme on parle de cheminement, Cathy, quelles étapes cruciales as-tu pu identifier dans ton parcours de chercheur ou chercheuse ? Oui. Alors, tout d'abord, je suis en face de personnes soignées où je me pose des questions. Donc, je commence à réfléchir, à écrire le projet. Et puis, en parallèle, en fait, je commence à en parler aux médecins avec lesquels je collabore. Je commence à en parler à mes cadres, en fait. Et puis, je finis par en parler à la direction des soins, à l'époque, à ma directrice des soins. Et puis, par hasard, ils me disent tous oui. Et là, ça commence à paniquer un peu quand même. Et puis, après, il y a eu les rencontres avec ma directrice de thèse et mon co-directeur de thèse, où il a fallu voir si on allait bien s'entendre, hein, tant sur le plan, au final, intellectuel que sur le plan aussi personnel. Hein. Est-ce qu'on était des personnalités qui pouvaient s'accorder ? Ensuite, il y a eu la présentation en fait au laboratoire de recherche, donc le laboratoire MIP, donc motricité, interaction, performance. Là aussi, ils ont dit oui, et ça finit par l'inscription à l'université de Nantes Université. Ensuite, il y a eu un moment un peu suspendu qui était l'étape de l'écriture du protocole. Quand je dis c'est un moment suspendu, parce que c'est vraiment un moment de réflexion où vous allez construire et poser une hypothèse. Et en fait, sur ce protocole, il va falloir expliquer comment vous allez faire pour essayer d'y répondre, ou en tous les cas, pour l'examiner, cette hypothèse. Ça a été quand même 6 mois de réflexion et c'était vraiment très intéressant, très riche. Ensuite, il y a eu l'étape de l'investigation, où là, je suis retournée dans les unités, hein, pour aller présenter la recherche aux soignants, pour aller présenter la recherche aux patients. Et puis, là, je suis à l'étape des résultats. Donc voilà, ça va être une autre étape. Et toi, Vincent ? Moi, ça a été déjà le professeur Verdoux que vous avez vu ce matin, qui était donc ma chef de pôle et qui m'a glissé un peu l'idée du doctorat, et puis qui a travaillé avec la direction pour que je puisse obtenir un financement pour la première année de mon doc. Et donc, dès que j'ai appris ça, les choses se sont un peu enchaînées. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà fait un stage pendant mon premier master au Canada, là à Montréal. Et puis, de mes lectures, j'ai beaucoup lu sur la coercition. Et donc, je suis tombé sur Marie-Hélène Goulet, qui est donc maintenant ma directrice. Mais je l'ai contactée et en fait, par chance, elle connaissait Dominique, qui m'avait reçu en stage à 2 reprises durant mon premier master. Et donc, ça a un peu... légitimé qui j'étais, et ensuite de ça, elle a accepté de m'accompagner, puis on a constitué un projet pendant 1 an afin de le présenter à l'Université de Montréal. Moi, il y a eu un côté de grand questionnement, hein, de savoir est-ce que je pars, est-ce que je le fais en France, est-ce que je le fais à Montréal. Bon, c'est vrai que j'étais très attiré par le fait d'aller à la première faculté francophone en sciences infirmières. Il y avait un côté assez militant derrière, aussi d'avoir un doctorat en sciences infirmières, et puis pouvoir rapporter peut-être des choses après en France. Et puis voilà, après ça a été, le financement a été accordé, j'ai été admis. Et puis après, ça a été de motiver mon mari à partir à Montréal. Et puis après, ça a été les étapes d'arriver à Montréal. Finalement, on arrive dans un milieu francophone, mais qui est très différent, parce que très nord-américain. Et puis après, de découvrir aussi tout le cursus et tout le milieu universitaire académique, qui est aussi très différent. Donc, s'acculturer à tout ça. Et puis après, c'était d'accepter un petit peu de déconstruire et reconstruire tous les apprentissages qu'on m'a apportés, et puis aussi d'intégrer une équipe de recherche, un labo de recherche, et puis de me mettre à jour sur les modalités de financement qu'il pouvait y avoir ici. Voilà.
Alors maintenant, ben voilà, comment s'organise votre doctorat? On veut tout savoir ce qui se passe en coulisses. Cathy? Alors, eh bien, pour moi, j'ai négocié une journée hebdomadaire qui est la journée du jeudi. Alors, vous allez me dire pourquoi le jeudi? En fait, c'est la journée où il y a les séminaires au niveau du laboratoire de recherche. Bon, en tous les cas, ça me permet d'aller sur Nantes et voilà, d'entendre d'autres chercheurs exposer leurs travaux qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie. On entend parler de muscles, on entend parler d'articulation, enfin voilà. Et c'est très intéressant au niveau méthodologique. Alors, je vous avoue que des fois, j'y comprends rien, mais c'est très, très intéressant au niveau méthodologique, en tous les cas. Bien évidemment, cette journée, elle n'est pas suffisante, on est bien d'accord. Donc, il y a des week-ends studieux. Et j'ai demandé, vous savez, un doctorat, c'est sur 3 ans à temps complet. J'ai demandé du temps supplémentaire pour pouvoir finaliser ce projet. Et toi, Vincent ? Mais c'est un peu différent ici. Donc déjà, c'est des études à temps plein, direct quand on commence. Donc il est demandé qu'on soit libéré de toute activité autre. Donc on commence, quand on est admis au doctorat à Montréal, à l'Université de Montréal, d'abord on est considéré étudiant. La première année, c'est énormément de cours et de séminaires, donc des cours sur la philosophie des sciences infirmières, sur les synthèses de connaissances, sur les méthodologies de recherche, sur la philosophie d'enseignement, sur le leadership infirmier. Tout ça est agrémenté aussi tout au long de séminaires de recherche pour qu'on avance sur notre protocole et sur nos 3 premiers chapitres de thèse. Donc un premier séminaire sur la problématique, un premier séminaire sur la recension des écrits, puis après un séminaire théorique et sur la méthodologie. Et puis tout ça amène à la 2e année où finalement il y a ce qui s'appelle l'examen général de synthèse qui dure minimum 3 mois. Moi, le mien, il a duré 6 mois, où en gros on nous pose des questions. Il y a un jury qui est constitué, comme un peu un jury de thèse, qui est constitué pour évaluer notre pensée critique et notre capacité de synthèse. À la suite de ça, donc, on a une question très conceptuelle où on a 1 mois pour répondre en 20 pages, une question synthétique, une question conceptuelle sur notre projet. Et puis après, on a 1 mois pour remettre notre protocole préliminaire de recherche. Puis à la suite de ça, le comité se met en place, le jury se rencontre, décide une générale qui dure environ 2 à 3 heures. Et puis à la suite de cet examen-là que j'ai réussi, début juillet, on est considéré comme candidat au doctorat. C'est-à-dire que l'université juge que je peux aller au diplôme de PhD. Donc maintenant, il y a d'autres étapes qui restent, comme le comité d'approbation scientifique. Là, je vais devoir intégrer tous les commentaires que j'ai eus à mon protocole et que ça soit de nouveau validé par l'université. Puis après, le comité éthique. Puis à la suite de ça, je vais passer à mon terrain, à la collecte des données. Puis après, pouvoir travailler sur l'analyse, les résultats, puis passer enfin ma thèse. Donc ici, le cursus est un peu plus long. Déjà, il y a 2 ans un peu d'étudiants, comme de préparatoire, on va dire, un peu au doctorat. Et puis après, on passe un peu à ce qui se passe en France, donc les 3 ans. Donc en fait, c'est plus 4 à 5 ans ici à Montréal. Très bien. Donc maintenant, où en est ton projet, Cathy ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à l'étape des résultats. Donc, il va y avoir, je vais recueillir des données qui vont être quantitatives et qualitatives. C'était important pour moi. En même temps, j'ai un article qui est en relecture avant soumission et un autre article qui est en cours de construction. Et puis, je m'aperçois que j'ai pas encore trop travaillé mon manuscrit. Il va falloir que je m'y mette aussi. Donc, un petit peu de travail devant moi, mais ça va être chouette. Du coup, on va voir si mon hypothèse était intéressante en tous les cas. Il y a du suspense. Ouais, il y a du suspense. Et toi ?
Mais là, comme je vous disais, moi j'ai passé mon examen, donc je suis candidat, et donc maintenant j'ai écrit déjà mes 3 premiers chapitres de thèse, on va dire, ma problématique, ma recension des écrits, mon cadre théorique et ma méthodologie. Il y aura des choses à perfectionner, mais voilà, c'est où j'en suis. Là, il faut que je passe mon comité d'approbation, mon comité éthique pour passer au terrain. Je suis en train de monter un comité consultatif aussi de personnes concernées, autant de personnes qui ont des vécus positifs que des vécus négatifs des soins en psychiatrie, pour que ce soit un peu ma boussole de transparence et de partenariat tout au long de mon projet. C'était quelque chose qui me tenait à cœur pour rester humble dans ma démarche et puis pour que cette recherche, finalement, les résultats servent aux personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Voilà, je suis en perpétuel questionnement sur ma positionnalité, sur ma réflexivité en tant qu'étudiant-chercheur qualitatif. C'est vraiment des choses très importantes à faire. Et puis là, maintenant, il y a aussi tous les projets annexes qu'on peut avoir quand on est en doctorat. Donc là, je suis en train de finaliser une revue de la portée sur la coercition informelle. C'est pour faire un peu un état des connaissances sur la coercition informelle qu'on a dans la littérature et faire une vision globale de tout ça. Donc je vais avoir un article, ce sera mon premier article de thèse qui sortira à la fin de l'année, j'espère. 2025, été 2025. Voilà, puis j'ai les projets autres qui se sont créés. Je travaille sur la stigmatisation qui peut ressortir au sein des notes infirmières aux urgences psychiatriques. Je travaille aussi beaucoup pour des projets de ma direction de recherche, notamment un projet qui est très intéressant sur le climat d'une unité et l'impact du climat sur le recours ou non aux mesures coercitives. Donc là, on est au sein de 21 unités, 7 hôpitaux au Québec. Donc là, je voyage un peu partout dans le Québec pour aller observer des unités. Donc c'est le fun. Très bien. Alors maintenant, quelles ont été les opportunités et les difficultés de votre parcours ? Vincent, j'ai un petit message, il nous reste 5 minutes. Okay. Alors les opportunités, c'est les opportunités d'apprendre encore et encore. Anne, tu le disais, là je suis mamie et j'ai ma carte étudiant, donc c'est cool. Donc l'opportunité d'apprendre, l'opportunité de faire de belles rencontres, c'est une belle aventure humaine. Et puis l'opportunité professionnelle, c'est-à-dire que tout récemment, avec ma collègue, en fait, avec l'appui de la direction des soins et l'appui de Anne aussi, on est en train de s'organiser pour construire une équipe de recherche clinique. Nos missions, vraiment, ce sera d'être le maillon, en fait, le maillon facilitateur pour accueillir des programmes de recherche, mais aussi un maillon facilitateur pour la promotion. C'est-à-dire que je lance un appel, mais les collègues qui sont partants pour partir sur la recherche, on est là pour vous aider. À toi, Vincent. Je vais dire des choses similaires. Il y a les opportunités de financement, mais c'est aussi une aventure humaine, de rencontres, de soutien aussi entre infirmiers et infirmières et chercheurs et futurs chercheurs. Donc voilà, pas hésiter à créer des collaborations, et à développer tout ça. Et puis les défis, ça peut être tout ce qu'on peut avoir quand on est étudiant à l'université. C'est qu'à un moment, il y a des doutes, il y a des échecs, il y a des choses comme ça qu'il faut digérer. Mais c'est une vraie richesse, ce voyage. On apprend tellement de choses, autant sur la société que sur les sciences infirmières, que sur nous. Moi, je le souhaite à tout le monde. Donc n'hésitez pas, on sera là pour vous aider si vous avez des questions par rapport à ça. Alors justement, là, on est au stade conseil. Les petits conseils aux copains. Les petits conseils aux copains. Prendre du plaisir. Franchement, avoir plaisir à faire, tu en as parlé, Anne, mais c'est un formidable moteur, en fait. Ça vous permet de vous dépasser. Ça vous permet même de développer des compétences un peu insoupçonnées. Ensuite, un deuxième conseil, c'est vraiment être bien entouré. Alors, bien entouré personnellement, il faut trouver un équilibre en fait entre la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie de thèse.
Ensuite, il faut être bien entouré au niveau de l'institution. Merci à mes collègues qui me supportent. Et là, je pense à 2 personnes au quotidien. Je pense au médecin avec lequel je collabore depuis le début de cette aventure d'IPA, qui m'a suivi dans la recherche aussi. Donc merci à toi, France. Et puis, je pense aussi à ma cadre de pôle, qui me supporte au quotidien aussi également. Donc merci Isabelle pour tout ça. Et enfin, il faut être bien entouré aussi par son équipe de direction. Alors, ce qui est très intéressant, en tous les cas, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai une équipe de direction qui ont des regards complémentaires. Alors, combien de fois je leur demande, mais attends, j'ai rien compris, en fait. Puis combien de fois ils me disent, mais non, t'as rien compris non plus, ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Mais ça, c'est chouette parce que ça fait des beaux échanges. Il faut avoir une équipe qui est bienveillante, sécurisante. Je pense que Anne, elle doit regretter quand même. La première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, mais Anne, est-ce que je pourrais te poser toutes les questions possibles? Elle me dit, bah oui, bien sûr, parce que sinon, moi, j'ai besoin de savoir où tu en es. Bon, j'espère que ça va, Anne. Je me tourne tranquillement. Je suis toujours pas morte, donc ça va bien se passer. Donc c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment une chouette aventure. Ouais. À toi, Vincent. Oui, moi je dirais pareil, c'est vraiment surtout c'est la seule fois de notre vie probablement qu'on pourra autant décortiquer un projet de recherche, s'y impliquer aussi bien et le faire de la manière la plus, on va dire, académique possible, et donc vraiment de s'immerger là-dedans. Donc c'est vraiment un beau voyage. Moi je dirais aussi de faire vraiment attention, comme Cathy parlait d'équilibre, mais vraiment à son organisation. Moi je parle carrément d'organisation de vie académique, vie personnelle, de vraiment garder des temps de loisirs, des temps avec ses proches, c'est vraiment important. Et puis aussi de trouver une activité qui nous convient pour prendre soin de soi, mais pour s'obliger aussi à prendre soin de soi, parce qu'on peut être vite dans la spirale qui ne s'arrête jamais, et donc de travailler tout le temps, de jamais un peu sortir la tête de l'eau. Et donc vraiment, moi par exemple, ça a été la danse. J'ai fait 6 heures de danse par semaine, ce qui a été très salvateur pour moi. Mais voilà, après chacun a ses activités, a ses solutions. Et puis après, je dirais de vraiment se renseigner avant de se lancer dans le parcours doctoral. C'est vraiment d'aller voir quelles universités, comment sont ces universités, qui sont les futurs directeurs ou directrices que vous voulez. Ne pas hésiter à contacter les anciens ou les anciennes étudiantes de ces directeurs et directrices. Ne pas hésiter à les contacter pour savoir comment ça s'est passé, pour que vous sachiez aussi avec qui vous vous engagez. Comme l'a dit ma directrice, c'est un mariage à court terme, mais ça va durer de 3 à 5 ans, et puis voilà. Donc il faut être sûr avec qui on veut se marier pendant 3 à 5 ans quand même. Donc bien se renseigner là-dessus, et puis apprendre à dire non. Moi je trouve que c'est vraiment important. Quand on est au doctorat, d'un coup on a plus de visibilité, on peut être très sollicité, et moi ça a été je me suis un peu embourbé à un moment donné là-dedans, et ça peut être compliqué de dire non à certains projets, donc ne pas hésiter à dire non et à s'intéresser vraiment principalement à son projet. Donc après le contrat de mariage, vous avez bien compris. Les perspectives, Cathy, en 2 mots? En 2 mots. Pour respecter le timing. Oui, moi j'aime ce que je fais actuellement. J'aime faire de la clinique, j'aime faire de l'enseignement, j'aime faire aussi de la recherche. Je trouve que c'est très important parce que l'un nourrit l'autre. Donc il va falloir que j'aille voir mon institution, voir comment ils vont me suivre dans ce projet en tous les cas. Et Vincent, les perspectives? Oui, je vais faire très vite, mais moi j'ai surtout envie de dire, quand on est au doctorat, c'est un jour à la fois. Et donc j'en suis pas du tout là pour le moment, parce qu'il faut être indulgent envers soi-même, et je pense que si tu fais des objectifs trop lointains, ça peut être très anxiogène. En tout cas pour moi ça l'est. Donc je sais vraiment pas où je vais finir. Je sais même pas si je vais rester au Canada, si je vais revenir en France, si je vais aller ailleurs dans le monde. Mais voilà, moi en tout cas ce que je sais, c'est que la clinique me manque. Que moi le soin me manque et que je vais vouloir y retourner à un moment donné. Et donc là, je sais qu'à Montréal, il y a des nouveaux modèles, là, ça s'appelle les professeurs de clinique, où c'est des IPS, comme ils appellent ici, donc des infirmières et infirmiers en pratique avancée, qui gardent une
pratique clinique et qui ont un pied à l'université, généralement plus en enseignement. Moi, je préfère la recherche, donc voir qu'est-ce qui serait possible et peut-être d'amener ça en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est à la salle. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, même sur les contrats de mariage, un notaire vous attend à la sortie. Tu le savais pas en fait. Bah ouais. Tu veux que je t'offre une bague? Peut-être pour commencer, dire que être directeur de thèse d'un infirmier en pratique avancée, c'est aussi une aventure, parce que comme c'est un métier un peu récent, on est souvent bousculé, on dit bah oui, j'ai pas compris ce qu'elle a pas compris, en effet, et ça nous oblige à bouger notre façon de penser habituelle, ce qui est aussi très formateur pour nous. Merci. Oui, bonjour. C'est une question un petit peu que je me pose à moi-même en ce moment, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'on a toujours un plafond de verre par rapport à notre profession, malgré le fait d'être maintenant IPA. Plafond de verre par rapport à la recherche, plafond de verre aussi par rapport à notre condition finalement d'infirmière au départ, et qui nous ramène toujours à ça, qui augmente une sorte de grand écart entre la recherche et le terrain, et qui me laisse penser que parfois, en fait, ce qu'on essaye d'explorer a du mal à retomber vraiment finalement dans notre profession de base, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je travaille sur de la psychoéducation pour les patients qui souffrent de schizophrénie, et j'ai l'impression de pouvoir explorer plein de choses, et je vois plein de pistes, et j'ai l'impression que je n'aurai jamais assez d'une carrière pour explorer tout ça. Pour autant, j'ai du mal à y voir les retombées, parce que finalement, l'administration et le système fait que je ne sais pas si vraiment les soignants ont la possibilité de pouvoir se servir de ce qu'on essaye de proposer et de construire. Je voulais avoir un peu votre sentiment par rapport à ça, parce que c'est un peu frustrant parfois. Et comment est-ce que vous gérez votre frustration par rapport à ça? En tout cas, est-ce que vous avez ce même ressenti? Merci. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même ressenti, dans la mesure où ma recherche, en fait, il a fallu, on l'a fait en collaboration avec une enseignante en activité physique, en fait. Donc du coup, moi, je faisais les évaluations avant. Ma collègue enseignante en activité physique faisait tout le programme, et moi je les voyais après. Donc moi j'ai eu la chance de voir le retentissement tout de suite. Alors je vous dirai pas les résultats parce que je les ai pas, mais il y a eu en tous les cas sur l'entretien qualitatif, il y a eu de très belles choses, et qui me font dire que c'est important en fait, toutes les actions, tout ce qui est possible de faire permet en tous les cas à la personne soignée de trouver les réponses dont elle a besoin. Ça, je pense que plus on va y aller, et alors ça ne fonctionnera pas sur tous les patients, mais c'est normal. On est tous uniques. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir en amont quand on écrit le protocole. Le protocole, on est un peu quelque part... quand je dis c'est un moment suspendu, on est un peu dans son bureau à réfléchir en se disant tiens, ça va être bien, et on ne se rend pas forcément compte des fois de la réalité. Moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que je suis allée à mon institution, j'ai dit voilà, je propose ça, j'ai besoin d'une enseignante en activité physique adaptée. Ils m'ont dit ok, enfin ils m'ont toujours dit oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai eu de la chance en tous les cas. et du coup j'ai eu toutes les bonnes conditions en fait. Vincent, peut-être une réponse? Oui, évidemment. Oui. Déjà par rapport au côté un peu enivrant de tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne pourra pas faire, ça c'est clair que quand on se lance dans la recherche notamment, on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne saura jamais probablement, ce qui peut être un peu enivrant. Mais il faut garder du cap. Moi par exemple, c'est vrai que mon premier projet de recherche auquel j'étais impliqué, là dont je parlais, donc l'étude PACT, avec le questionnaire préventif de la gestion des émotions, de le vivre, vraiment de voir l'impact que ça avait eu, bénéfique dans le service. C'est vrai que ça m'a aidé à continuer et à me dire qu'on pouvait avoir que la recherche pouvait être là, autant pour le terrain que pour les chercheurs et les chercheuses. Mais je voudrais dire surtout que maintenant, par rapport au gap aussi
la clinique et la recherche, c'est des choses qui sont, notamment à Montréal, on avance sur les sciences infirmières, où ils sont en train de reconsidérer un petit peu aussi comment on voit les sciences infirmières dans ce côté de comment la discipline a été construite et comment on peut aller dans des approches de plus en plus pragmatiques, peut-être de la recherche et qui est vraiment un impact pour la clinique. Donc ça, c'est des choses aussi où il y a des... La recherche va changer, je pense, en sciences infirmières par rapport à ça, où on va faire des choses qui sont plus pour le terrain et moins pour la théorie, on va dire, quelque part. Et puis, il y a tous les nouveaux modèles aussi. Hein. La recherche est bousculée dans notre société actuelle aussi, et c'est bien, parce que beaucoup de gens disent comment la société peut récolter les bienfaits de la recherche, comment la société peut avoir connaissance de la recherche, au-delà, là, je vais plus loin que le stade de personnel infirmier, et donc il y a tous les nouveaux modèles de transfert des connaissances qui peut être très très intéressant aussi pour justement transférer tous nos résultats et de dire qu'on peut avoir un impact à minima. Donc il y a tout ce qui peut être les BD, les choses comme ça. Donc je pense que la vulgarisation scientifique peut être un vrai levier aussi pour les équipes cliniques pour transférer ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai juste une petite phrase pour répondre de mon co-directeur. J'arrivais, je lui explique ce que je voulais faire. Il me dit, Cathy, il va falloir fermer des fenêtres parce que toutes les fenêtres ouvertes, ça fait des courants d'air. Donc, du coup, il a fallu resserrer, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée où tout le monde est déjà en train de réfléchir à son projet de recherche, voire même en train de l'écrire? Bon. Peut-être pour compléter cette frustration qu'on peut avoir ou cette déception, je pense qu'il faut peut-être séparer ce qu'on attend d'une recherche en écrivant son protocole, en disant voilà, je vais proposer peut-être un programme, donc les retombées attendues, entre guillemets, qu'on est censé écrire aussi pour avoir des appels de fonds, et puis tout ce qui est des retombées inattendues ou à la fois en bonne surprise et en mauvaise surprise, et notamment je pensais en ce qui est de créer une envie parmi les collègues, parce que juste de présenter un programme qui va peut-être pas aboutir, on va peut-être pas mettre autant de patients qu'on aurait dû dedans, mais peut-être que ça aura permis d'émerger un projet médico-soignant, un projet soignant, aller vers l'ambulatoire, et rien que ça, j'ai envie de dire, si cet aspect très opérationnel, ça permet de créer une envie et de susciter une envie commune de partage, ça sera déjà, j'ai envie de dire, quelque chose de très important, et de donner de l'espoir aussi aux institutions quand elles sont, on l'a vu ce matin, confrontées à différentes difficultés. Donc ça ne doit pas être l'unique moteur, évidemment, parce qu'il faut faut pouvoir avoir de la satisfaction aussi personnelle, mais des fois, si on rencontre une difficulté qui est inattendue, c'est là que la direction de thèse et l'institution sont là aussi. Nous, on y est confrontés régulièrement, se dire ça ne va pas dans le sens où je vais, alors qu'est-ce que je peux transformer dans mon projet pour que ça aboutisse quand même à des résultats auxquels je n'aurais pas forcément pensé aboutir, mais je vais quand même pouvoir en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est vrai que la gestion de la déception, oui, il faut le savoir, hein. Pour remporter un appel d'offres, il faut peut-être en déposer 10. C'est beaucoup de nuits, passer à rédiger des projets, c'est des lectures entières d'articles, c'est se faire refouler avec des reviewers qui, des fois, ne connaissent rien à la question, mais se permettent des critiques alors qu'ils ne connaissent pas bien le sujet. Donc et finalement, s'il y a un mot-clé là-dedans, c'est la persévérance. Mais quand on voit en face les patients qui sont confrontés à la maladie, la persévérance qu'il leur faut, j'ai envie de dire, nous, on peut donner un petit peu d'énergie pour ça, quoi. Donc, c'est aussi savoir quel sens ça, si c'est l'augmentation de connaissances et la production de programmes qui permettra peut-être de sauver la vie à des gens parce qu'ils seront plus autonomes ou ils seront plus conscients de leur implication et dans les soins, j'ai envie de dire, ça vaut tous les sacrifices de la Terre. C'est pour compléter, hein, c'est ma vision des choses. Je ne demande pas à tout le monde de la partager, mais bon. Merci. Je pense que c'est important. Pour
compléter à nouveau, je dirais que aussi des fois on fait des recherches et puis c'est un peu des échecs, c'est pas les résultats attendus ou des choses comme ça, mais ça fait partie de la recherche et c'est tout aussi important que ces résultats existent aussi et soient transmis, parce que ça évite à des futurs collègues chercheurs et infirmiers de refaire les mêmes erreurs, et donc il faut aussi ne pas hésiter à mettre sur papier toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour aider les prochains et prochaines chercheurs en sciences infirmières. Donc c'est forcément quelque chose qui finalement peut avoir un bénéfice. J'ai une question. Anne, vous avez, quand je dis vous, c'est les médecins, le modèle du PUPH, qui est un des modèles qui vous permet aussi de faire et de la recherche, de l'enseignement et de la clinique. C'est un modèle qui, je pense, comment dire, est un peu une forme d'exemple pour nous, notre profession, d'autant plus depuis qu'on est IPA, où, comme le dit très bien Vincent, la clinique, bah oui, c'est important, ça nous fait c'est une partie très importante de nos missions, et on n'a pas envie de le lâcher. Enfin, moi, clairement, j'ai pas envie de le lâcher. Est-ce que ce modèle, en tout cas, toi qui es PUPH, est-ce que tu le trouves pertinent? Est-ce que tu aurais des critiques, ou voilà, qu'est-ce que tu en penses en fait de ça? Est-ce que tu penses qu'il peut être transposable à nous, par exemple? Alors c'est vrai que c'est un modèle qui est assez, qui est pas unique en soi, et je pense que d'avoir déjà un pied dans la clinique, et même si à un moment c'est réduit parce qu'on va avoir un parcours un petit peu plus recherche ou un peu plus engagé dans la formation, on doit toujours garder ces 3 pieds. C'est-à-dire il y a certains métiers, par exemple, on va être enseignant-chercheur. Je pense par exemple à nos collègues qui font du droit. Des fois ils sont enseignants-chercheurs, mais ils pratiquent pas une partie de leur droit. Et moi je pense que quand on ne pratique pas, c'est difficile de transmettre. Bon, on peut transmettre de la théorie, ça peut toujours être intéressant, mais il faut quand même garder un pied dans la pratique. Et je crois que les 3 se nourrissent en fait. C'est de la clinique qu'on peut avoir des idées. Il y a des idées de recherche fondamentale qui viennent parce qu'on voit des patients. Et parce que aussi, quand on enseigne, on a des questions des fois d'étudiants qui nous disent mais pourquoi on fait ça? Pourquoi ça existe? On dit mais je me suis jamais posé la question. Donc on y réfléchit, ça donne des idées de recherche. Donc le modèle de PUPH, j'ai envie de dire, c'est un modèle dont on peut s'inspirer, mais qui ne doit pas forcément réduire le champ des possibilités. Je vous donne, on parlait tout à l'heure du statut de l'infirmier en pratique avancée. Il y a un peu les autres métiers aussi qui peuvent avoir des pratiques avancées, je pense en particulier à l'orthophonie, au kiné, ou qui sont en voie aussi d'universitarisation. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question sur quel est le statut de ces enseignants, chercheurs, praticiens. Je pense que c'est à chacun aussi d'inventer un peu son propre cursus, et en montrant des exemples, eh bien, d'appuyer sur les futurs statuts qui régiront un peu les missions de ces différents métiers. Donc je pense qu'il faut être extrêmement ambitieux. Il faut laisser à personne le droit de nous monter sur les pieds, on va dire, en disant on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Enfin, tant que c'est pas interdit par la loi, il faut se dire si j'ai envie d'aller là-bas, eh ben je vais y aller. Alors des fois on fait des tournicota évidemment, on n'y arrive pas, mais après c'est fait aussi de rencontres, c'est fait aussi d'exemples. Mais je crois que dans la recherche, comme tout le reste, il faut rien s'interdire, quel que soit l'âge. Voilà, c'est le message en fait, pour être simple. Ma question, c'était comment on peut envisager un projet doctoral quand on vit et qu'on travaille loin des CHU et des universités? Est-ce qu'on peut le faire, et si oui, comment? Bien sûr qu'on peut le faire, c'est pour ça qu'on se déplace aussi, qu'on ne reste pas cantonné. Donc je donne juste l'exemple de Nantes Université, qui se veut une université extrêmement ouverte, qui plaide pour la science ouverte, et qui ouvre ses portes à toute personne qui souhaite s'engager dans un projet d'études, de recherche, enfin d'études pour devenir étudiant, pour apprendre des choses, mais aussi pour proposer des recherches. Et on peut faire des recherches dans un établissement ou dans un lieu qui peut sembler éloigné géographiquement du laboratoire de référence, mais c'est tout à fait possible. Donc Cathy en a donné l'exemple, et puis maintenant avec les visios, on peut quand même avoir une implication dans son laboratoire de référence. On peut aussi voir avec son institution si on peut se déplacer par exemple une fois par semaine dans le laboratoire pour rencontrer d'autres
d'autres chercheurs, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais l'environnement doctoral, ou en tout cas l'environnement avec un laboratoire, avec d'autres gens qui font des choses qui ont en apparence rien à voir, mais qui vont venir enrichir les idées, c'est aussi quelque chose de très important. Donc si on a le soutien de son institution, et il faut des fois un peu se décarcasser pour les convaincre, mais c'est déjà une façon de se convaincre soi-même qu'on est capable de faire quelque chose, eh ben, il n'y a aucune interdiction, aucun frein, même si on est loin géographiquement. Et j'ai envie de dire, c'est même un atout supplémentaire. Parce que avoir des idées quand on est tout seul dans son coin, eh ben, c'est faire preuve encore. On a plus de place pour la créativité que si on est déjà entouré de gens qui ont plein d'idées dans tous les sens. Donc, il faut y aller. C'est le message. Si je peux ajouter, il y a même alors pas à l'Université de Montréal, mais il y a même des doctorats en sciences infirmières dans l'Université du Québec, mais aussi à Ottawa, qui proposent des parcours doctoraux en visio. Il nous embauche. Voilà. Pas du tout, je vous embauche pas, je dis juste qu'il existe aussi. Non, parce que nous, on veut les garder un petit peu ici quand même aussi. Hein. Je me permettrai pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'était quelque chose qui n'existait pas quand je me suis lancé, et que c'est peut-être quelque chose que j'aurais fait, en fait, de rester en France et de faire le parcours en visio. Mais c'est peut-être intéressant de dire qu'il y a des possibilités mixtes aussi. Par exemple, on peut très bien faire un doctorat tout en ayant une activité professionnelle si la recherche a besoin de se nourrir d'une activité professionnelle. Par exemple, si je dois inclure des patients dans un projet de recherche, c'est bien si quand même je peux travailler pour moi-même les inclure plutôt que de dépendre d'une institution qui aura peut-être des fois autre chose à faire. Il faut être quand même soi-même aux manettes et les mains dans le cambouis. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur d'un parcours doctoral de 3, 4 ou 5 ans, si on travaille à côté, on peut très bien faire, pourquoi pas, un stage dit international à l'étranger sur une durée de 2 mois, d'1 mois ou de 3 mois pour aller dans un laboratoire de recherche ou une institution qui va travailler sur la même thématique, par exemple, et puis ça nourrira une partie de la thèse. Donc en fait, tous les parcours sont possibles, imaginables. Il faut juste bien s'entourer et puis s'autoriser à rater aussi, parce qu'on a le droit de rater, et c'est des fois en ratant des trucs qu'on fait des formidables découvertes, comme les antibiotiques, par exemple. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des antibiotiques. C'est Petri qui avait oublié une boîte par hasard, et puis bon, il a découvert que la pénicilline pouvait tuer des bactéries. Donc la recherche, c'est ça aussi, c'est oublier, c'est se planter, c'est rien comprendre, c'est chercher, c'est ouvrir des portes, fermer des fenêtres, mais quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Merci voilà. beaucoup. Merci Vincent. Salut Vincent. Merci à vous. À bientôt. Et à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire, je serai toujours... On va revenir vers toi, bien sûr. Et même à la salle. Bon, bye. Au revoir, bonne fin de journée. Il était 8h30 au Québec.